Nos invités sont toujours là, ils sont à Clesso, Lumagloa Kimayo et Adam Adjronou. On parlait de la République centrafricaine et l'adoption par la résolution 2588 par 14 voix pour une extension de la Chine. Le Conseil de sécurité donc, il a décidé de proroger d'un an l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine. Oui, Adam Adjronou, votre point de vue sur cette décision? Oui, avant même d'exprimer mon point de vue, moi je ne serais pas totalement d'accord avec Issa Cresson. Et pour la simple bonne raison que d'abord lorsque nous prenons les objectifs de la création de l'ONU, où nos États sont partie prenante, mais lorsque nous prenons la chose comme telle, je pense que nous-mêmes nous mettons en berne ce pourquoi nous sommes allés, puisqu'on ne nous a pas forcé, c'est nous-mêmes qui sommes allés. Mais pris comme tel dans la même logique, peut-être en l'expliquant autrement, moi je pense que c'est vrai, il y a la norme, mais au même moment, il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation par-dessus tout. Et ça, je pense que ce principe de subsidiarité qui a toujours existé en nos États ne s'est pas véritablement fait exprimer. Et ça, c'est justement pour des intérêts inavoués de nos États. Parce que lorsqu'on dit vraiment il y a l'embargo, ils savent bien évidemment que cet embargo-là ne peut pas s'exercer s'il ne mettait pas la pression sur les autres États. Or, nous avons, disons, des divisions sous-régionales qui peuvent et qui contribuent d'ailleurs même. C'est vrai qu'il y a des forces onusiennes qui sont présentes. Et lorsque vous prenez au niveau de la compétitivité des armes, vous prenez des gens qui ne sont pas des forces officielles de l'État, qui ont des armes pratiquement plus supérieures que des armes internes. Et ça, je pense que si tel est que nos institutions sous-régionales devaient s'exprimer, je pense que cet embargo-là ne serait que des embargos de forme. Ça ne peut pas s'exprimer parce que de toutes les façons, il y a la CEDEC, ou le Cameroun, peut-être le Congo-Brazzaville, la RDC, tellement qu'ils peuvent peut-être prendre des dispositions, acheter des armes et les fournir, si tel qu'on était quand même unanime, que voilà, c'est l'intérêt supérieur de la Centrafrique qui est mis par-dessus tout. Mais si on constate que ces mêmes puissances-là ont fait abstraction ou carrément émis d'autres embargos pour les autres États à ne pas ni transiter des armes en provenance de leur territoire pour la Centrafrique. C'est là où le problème se pose. C'est là où moi je me dis, il faudrait quand même qu'on soit quand même au-dessus de la mêlée, qu'on puisse reconnaître que voilà, lorsque nous avons dans de nos États qui sont en difficulté, c'est quand même la sous-région qui est plus ou moins affectée. Et ça devait interpeller les chefs de l'État que de pouvoir rester dans leurs intérêts et pouvoir créer du tort à cet État-là qui nous l'oublions pas. Lorsque nous ne cherchons pas la stabilité de la Centrafrique, le Gabon ne serait jamais stable, le Cameroun ne serait jamais stable, le Tchad, etc. C'est d'autres choses qui affectent ces États-là. Et c'est justement en ce sens-là que moi j'interpelle nos dirigeants à pouvoir donc faire abstraction donc, à cette décision-là et à être unanime. Parce que c'est vrai, tous les États sont partie prenante de l'ONU. Certes, l'ONU a son regard sur des crises aussi bien africaines que partout ailleurs, parce que lorsque souvent nous mettons l'emphase sur les pays africains, n'oublions pas que l'ONU aussi a intervenu sur d'autres cieux qui ne sont pas seulement africains. C'est vrai que la tendance est plus exprimée en Afrique, mais il n'en demeure pas moins que l'ONU résolve beaucoup de problèmes que nous avons aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Donc je pense qu'il est temps que nous, nos institutions sous-régionales, puissent s'exprimer sur la question et dire que voilà, nous avons un pays frère qui est en difficulté. Il faudrait naturellement que nous ayons un regard commun sur ce pays-là, que de pouvoir être focalisé sur des intérêts inavoués des puissances occidentales qui déstabilisent naturellement dans nos pays. Lui, Magloa Kevayo, quelqu'un peut dire que nos analyses sont un peu contradictoires depuis le début, parce que voilà, ce sont des gens qui font la guerre sans cesse, et qu'il y a embargo. Maintenant, on condamne également l'embargo. C'est un peu contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire, on désarme ceux qui devraient avoir les armes et on n'a aucun moyen d'empêcher ceux qui n'ont pas le droit d'en avoir de s'en procurer. C'est ça qui est contradictoire. Ce ne sont pas nos prises de position. Parce que quand vous prenez les Séléka, ce sont les Séléka qui ont renversé Bozizé. Ce sont encore les Séléka qui contrôlent près de 3/4 du territoire de la République centrafricaine. C'est à eux qu'il faut imposer un embargo, empêcher qu'ils aient des armes. Mais si eux, ils ont des armes et que l'État centrafricain, l'administration publique centrafricaine n'a pas des armes plus sophistiquées que les leurs pour les combattre, il y a une inégalité flagrante sur le terrain. Donc je pense que c'est ça qui est contradictoire. Et qu'à côté de ça, on ne peut pas non plus, parce que sur le terrain africain, reconnaissons qu'il y a quand même des pays qui ont
qui se sont énormément investis pour la paix en République centrafricaine. Le Gabon d'abord. Ensuite, le Soudan. Le Soudan a joué un rôle qui n'est pas très clair avec la Chine. Mais ce que je veux dire, c'est que parmi les Mais Africains... n'oubliez pas qu'à l'entame même de cette crise-là, c'était le Togo, avec le feu président Yadema, qui a pris même la pirogue, traversé même les rivières pour résoudre la crise centrafricaine. Donc aujourd'hui, sur le terrain, vous avez au moins 3 grandes forces qui interviennent. C'est le Cameroun, le Sénégal, le Rwanda et je ne sais plus quel est l'autre pays. Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Voilà, oui. Donc vous avez ces pays-là, en plus du Gabon, qui sont très impliqués dans le dossier. Mais le problème le plus difficile à résoudre, c'est celui des moyens. C'est celui qui paye, qui commande. Et aujourd'hui, en République centrafricaine, celui qui paye le plus, c'est la France. Et celui qui commande, c'est encore la France. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies ou que ce soit au niveau de la MINUSMA, la MINUSCA, pardon, qui intervient en... Vous pensez que la France joue un rôle dans cette résolution? Non, elle continue pas à jouer. Elle continue de jouer un rôle qui est très important. Oui. Le premier partenaire financier de la République centrafricaine, c'est la France. Et donc, à ce titre-là, elle est fondée de pouvoir prendre des décisions quand il s'agit de la République centrafricaine, et elle est suivie dans ces décisions-là la plupart du temps par tous ses partenaires de l'OTAN. Et donc face à elle, elle n'a peut-être que la Chine et la Russie qui peuvent opposer un embargo, puisqu'ils sont 5 membres permanents. Il n'y a que la Chine et la Russie qui peuvent soit faire abstention, soit voter contre en mettant leur veto. Mais ces 2 pays n'ont pas voté contre. Donc ça fait que la décision, elle est adoptée à l'unanimité pratiquement. Ils sont, à question, dernier mot, et on sort de ce sujet portant sur la République centrafricaine. Je suis un peu sidéré, je l'ai une fois dit ici. Nos chefs d'État ont fait tout pour m'isoler nos forgerons qui fabriquaient des armes, au lieu d'en développer. Non, c'est-à-dire que c'est ce que je comprends. Vous voyez, si actuellement presque toutes les puissances européennes, occidentales, voire même asiatiques, ont une usine de fabrication d'armes. La Chine fait le commerce des armes, la Russie en fait, la France et consorts, ils en font. Maintenant, seul l'Afrique est le seul pays qui fabrique des armes pour ça. voudrait dire que... C'est d'autres logiques aussi. Hein, oui, c'est ce que je dis. Non, n'oublie pas l'Afrique du Sud. Oui, non, l'Afrique du Sud, c'est presque des occidentaux. Je me dis que si on avait recensé ces forgerons et qu'au lieu de laisser les fabrications d'une manière aléatoire pour tout le monde, l'État contrôle, et que ces armes, au lieu d'en acheter, on en fabrique chez nous. Parce qu'on vient de le voir, la Seleka a des armes plus sophistiquées que les armes de l'État. Donc, si on avait commencé comme ça, et ça devait d'abord être une usine, parce que je ne vois pas sur quel droit l'Europe, et les Américains et la Chine peuvent faire le commerce des armes, et que l'Afrique n'en peut pas. Imagine qu'il y a une guerre, je ne la souhaite pas, qui est déclarée entre les continents. Nous, on ne se défendrait pas, on n'en a pas. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a ce problème aussi qui est réglé. Maintenant, ce que je souhaite, je ne sais pas si l'Union africaine a la force financière, matérielle pour le faire, mais ce que je sais, ces pays ont des budgets au niveau de leur sécurité et défense. Si on combine ou qu'on associe ces budgets, ça peut régler un problème. Comme Magloire le dit, un État africain sauvé de la guerre, ça fait toute une région sauvée de la guerre. Donc si l'intérêt de la Centrafrique importe à tout le monde, et on n'a qu'à laisser ce que la France veut, ce que les autres veulent. Même la Russie, que la Centrafrique a interpellé la dernière fois, aussi l'a lâché, parce qu'elle n'a pas voté une résolution contre cet embargo. Donc moi, je suppose que l'Afrique est un jeu de terrain pour ces puissances-là. Et qu'on n'a qu'à se réveiller. Effectivement, on n'a qu'à se réveiller. Du moins, si on ne peut pas avoir des armes, on a la mentalité, on a la psychologie, il faut prendre pour corriger ce genre de choses. On n'est pas obligé, chaque fois que les Africains s'entretuent, pour que d'autres pays vendent des armes. C'est anormal. Donc, moi, je suppose et je souhaite que cela change. L'Afrique du Sud, comme tu l'avais dit, ce n'est pas très loin de la Centrafrique. Elle pouvait aussi intervenir parce que c'est une puissance économique et militaire. Le Nigeria est fort aussi là-bas. On pouvait faire ce genre de choses pour régler ce problème. Comme Magloire l'a dit, ce n'est pas forcément le côté matériel ou financier ou moins qui manque, parce que le Nigeria et l'Afrique peuvent même mettre leur poids dans la balance pour régler ces gens aussi. Donc on n'a qu'à s'éveiller, parce que moi je ne préfère pas accuser ni la France ni les États-Unis, mais c'est comme si le mal même gangrène en Afrique même. Qu'est-ce qu'on veut? Et on veut aller où? Chaque fois on crie. Au même moment, les chefs d'État qui ont créé vont aller demander encore
à la France de financer les projets africains. Le PNUD, même les chefs d'État sont actuellement dans, je sais pas, Londres pour quelque chose là. Et on va quoi demander L'éducation. Et l'éducation. Voilà, que notre éducation, le sort de notre éducation est décidé en dehors de notre continent. Pourquoi vous, comment? Comment, non, c'est ça. Non, là, je dis que quand est-ce que vous avez vu, il y a un sommet international de l'éducation qui a eu lieu en Afrique. Non, je dis international, c'est quand, quand je mets international, je n'appelle pas les pays africains. Non, je te dis si. International, c'est-à-dire que Tous les continents pendant l'Union. Tu es sûr qu'il y a un sommet, l'Afrique peut influer sur l'éducation en Italie, par exemple. Vous êtes sûr là? Non, influer comment? C'est pas une question d'influence. Chacun va chercher ce qui est bon. Non, nous on nous propose, on ne cherche pas. Adam, il faut appeler, je sais pas, non. On nous propose ce qu'il faut faire dans notre éducation. Qui propose à l'Afrique les curricula enseignés dans nos universités. Vous voyez, par exemple, l'Occident demande combien d'agriculteurs on veut dans 5 ans, combien d'économies qu'on veut dans 10 ans. C'est pas pour nous. Eux, ils cherchent ces agronomes-là pour eux. Et c'est ce que nos États acceptent ça. Je pense que le ministre Kokoroko est venu en grand et je pense à démystifier toutes ces questions-là. Il a dit l'éducation telle qu'elle se pratique aujourd'hui sur le continent ou au Togo spécialement, ne permet pas de résoudre les ambitions du pays dans 5 ou 10 ans. Il faudrait quand même qu'on puisse donc dépasser ces curricula-là et imposer ce dont nous cherchons en conformité avec le développement. Pour cela, il faut changer le système scolaire. Je pense que de toutes les façons, et il a dit lors de ses sorties, ne ménage pas ses mots, il le dit clairement. Mais quand même, les bases sont en train de poser pour que nous ayons une éducation adaptée au développement qu'on veut pour le Togo. Donc, mais cela, c'est pas pour cette question qu'on ne va pas toujours privilégier aussi la collaboration entre les États. De toutes les façons, il y a des États. Nos États ne collaborent pas. Qui nous dépassent, comprennent du côté. Nos États ne collaborent pas. Nos États suivent. De toutes les façons, lorsque ces conférences-là sont organisées, quelque part, c'est pour aller partager ce que nous faisons, pour réellement voir le regard porté par les Syriens sur ce que nous faisons et peut-être pour l'améliorer. On ne va pas aujourd'hui refaire l'histoire de l'éducation au Togo, mais seulement nous savons ce dont nous avons besoin, pour combien de temps, mais ce que nous pouvons aussi copier ailleurs pour notre éducation. Vous avez bien fait de planter la transition. On va parler du Togo. Le développement n'a de vertu que lorsqu'il parvient à se frayer un chemin jusqu'au hameau lointain et dans tous les foyers. Ces propos viennent du chef de l'État togolais, Faure Essozinam Gnassigwe. On va donc parler du développement à la base, les avancées. Adam Adjaranou, ça fait longtemps, hein, on parle du développement à la base au Togo et autres. Quelle avancée on a? Non, le développement, vous savez, le développement à la base fait partie intégrante de la vie quotidienne de tout être humain ou des planifications de développement de tout le pays. Puisque lorsqu'on dit aujourd'hui que tout est prioritaire, c'est justement parce qu'on a conscience qu'au niveau de ce développement à la base, des rameaux les plus reculés, parce que lorsqu'on parle de développement, ce n'est pas seulement à Lomé, ce n'est pas seulement au niveau des grandes villes. Il faudrait quand même que ce paysan-là qui se trouve peut-être à Djonkotoura, loin là-bas dans la Kébou, puisse quand même se sentir dans le développement. Ou à Djankassé, ou à Sekassétira. Ou dans votre village-là, il a l'habitude de donner un village-là, le nom d'un village. Petit guitare. Voilà, puisse se sentir dans le développement. Et ça, je pense que sur ces questions-là, nos autorités ne le perdent pas de vue. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous prenons au niveau des aides de développement, et d'ailleurs, même moi, je ne le perds pas de vue, le chef de l'État, lors de sa campagne présidentielle, a dit il faudrait naturellement qu'on fasse en sorte que nous ayons des développements adaptés à chaque région, compte tenu de ses potentialités. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, même en disant que voilà, d'ici peu été, disons la Covid-19, nous l'aurons plus au mot, en voyant réellement donc délocaliser des filières sur les potentialités de chaque région et faire en sorte que les jeunes aujourd'hui, moi, je suis sidéré de constater que lorsque vous prenez surtout la région des plateaux, celle-là qui m'a vu naître, vous voyez naturellement que vous voyez chaque jeune, à chaque occasion, ce n'est pas mauvais en soi, hein, vous les voyez se déplacent vers le Nigeria, vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana, pour aller faire les mêmes activités que nous faisons ici, sur place. Mais c'est dû à quoi? Et je pense qu'en son temps, il y avait le mini Bataka qui avait aussi planifié des choses pour réellement donc faire contenir ces jeunes-là. Donc tous ces axes-là, on ne finira pas d'en parler. Le développement à la base, comme je l'ai dit, fait partie intégrante. Quel que soit ce que nous faisons, je pense qu'à partir du moment où il y aura un Togolais loin quelque part qui se sentirait insatisfait, le développement à la base n'est pas encore un sujet
qui satisfait tous les Togolais, on continuera toujours par le dire. Donc, souffrez que ça continue toujours par être dit. Et sur la question, on le dit. Mais il y a certains Togolais qui disent qu'on ne voit pas les effets. En fait, je vais malheureusement prendre Adam à partie. Vous voyez, on dit le développement, la route de développement commence par le développement de la route. D'abord, moi je pense que l'État togolais a envie de se frayer un chemin au niveau de la communauté internationale. Pourquoi? Puisque vous entendez le Togo a reculé quel rang, mais visiblement c'est que c'est au moment où le Togo occupe un rang élevé que les choses se coincent encore chez nous. Maintenant, quand on parle de développement à la base, moi je pense qu'on devait voir nos villages s'améliorer qu'on soit là. D'abord, nos villages ne sont pas électrifiés, nos agriculteurs n'ont pas les moyens. Vous avez le pourcentage. De la base, on doit commencer par les villages. Oui, il faut parler factuel quand vous dites que nos villages ne sont pas électrifiés. Adam, le souci c'est que... Moi, je parle par rapport oui, vous voyez, le souci, heureusement que tu m'as posé la question là, oui. Je ne veux pas prendre les pourcentages que l'État donne. Souvent quand on fait... Oui, souvent quand on fait... Vous avez l'électricité ou pas? Non, il n'y a pas d'électricité chez moi. Il n'y a pas d'électricité chez moi. Il n'y a que des lampadaires, ce qu'on a amené là, et solaires qui sont chez moi. Il n'y a pas d'électricité. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Souvent quand on fait ce genre de débat, on ne dit pas que l'État n'a rien fait. On dit que l'État pouvait faire mieux. Ouais. Vous voyez, quand vous quittez, comment on appelle, Direkbo pour aller à Fagna, il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de goudron. Mais quel développement on fait depuis là? Quand tu es malade, on te prend, tu vas encore avoir des courbatures avant d'aller à l'hôpital. Quand vous prenez Aguassié, allez en Zanguera, on pouvait bitumer ou mettre le pavé. Là-bas, c'est en pleine ville. Agoué est en train de changer. On n'a pas bitumé. Des courbatures, vous aurez avant d'aller, même au niveau de Zosimé, il y a un trou béant qui est là-bas qu'on ne remplit pas. Et je ne sais pas, les communes ne jouent pas leur rôle, n'ont pas de développement. Vous qui êtes le même Aguassié, vous allez vers l'échangeur, comment on appelle, le contournement. Oui. Il y a seulement à peine 1 kilomètre, on pouvait mettre le pavé, mais quand il pleut, les gens en bavent énormément. Maintenant, le développement que l'État veut plutôt faire, je ne sais pas, c'est juste sélectif ou comment? Oh, moi, je pense que quand il y a vraiment de développement, vous voyez, toutes les choses sociales doivent être à l'aise. Le Togo devait marcher et que les gens n'allaient même pas se plaindre que les choses ne marchent ou pas. Et s'il y a un bon développement, les gens ne s'en soucieront même pas de travail des concours. Il y a développement, on passe un concours de 5 000 personnes, il y a 40 000, 25 000 personnes qui déposent des dossiers. Et c'est un signe fort pour montrer que ça ne marche pas. Mais ce que nous demandons quand nous nous parler de développement, heureusement que peut-être à Kébouché et Adam, c'est électrifié. Moi, beaucoup de villages, moi je donne des exemples. Oui, c'est pourquoi je dis, non, vous voyez que le Togo, actuellement on est 39 préfectures, je pense, et une sous-préfecture. Actuellement, même si moi je trouve jusqu'à 25 préfectures, 25 villages dans ces préfectures totalement électrifiées, moi c'est sûr, parce que l'État dit qu'il faut que chaque ménage ou chaque foyer ait de l'électricité. Et dans ça, il faut aller. Quand il parle d'Akébou, moi je connais moi Akpare à côté de Kosovo, mais il n'y a pas d'électricité. C'est pas dans l'Akébou. Non, je parle de la région des plateaux. Quand vous allez, il y a Akpare ici, Nangoto à côté, mais il n'y a pas d'électricité. Vous êtes allé depuis quand? Moi, je te donne la confirmation. Ça fait 3 mois. Attends, je te donne la confirmation que Akpare est bien électrique. Non, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai demandé là où il n'y a pas. J'ai dit pourquoi il n'y a pas. Ils disent qu'il y a des problèmes politiques. Je ne vais pas aller sur les. C'est pour dire que je serais d'accord avec Adam si seulement presque tous les villages du Togo ont pu accès à l'électricité. L'électricité permet d'amener les centres de loisirs, les trucs d'apprentissage. Mais au même moment, quel développement il y a et les gens, il y a exode de ces villages pour venir dans les... Quand vous allez, par exemple, les gens veulent aller à Kara, tous les villages environ sont vidés parce qu'ils veulent apprendre. Même à Lomé ici, la plupart des gens sont ici. C'est quand il y a les faits, les gens vont. S'il y a réellement développement, comme on le dit, les gens resteront chez eux. Et vous voyez, nos villages doivent être attrayants. Les gens ne devaient pas fuir. Mais quand les gens fuient, et aussi, quand je dis aussi à Adam, il y a quel développement, comme il le dit, et plus les gens s'adonnent aux émigrants. Actuellement, c'est Olé qui est l'entreprise qu'on a créée. C'est pas développement. C'est ce que je dis. Donc, les choses ne marchent pas. Quand vous voyez, moi, même sécurité, gardiennage, les jeunes sont là-dedans, c'est 25 000 ou 20 000, ils sont là. Ce n'est pas développement. Il faudrait, je suis cabier. Et quand vous vérifiez, moi, je suppose que pour le moment, le développement ne nous a pas encore touché parce que quand vous voyez, c'est nos soeurs qui sont des serveurs de bar, qui sont des domestiques, qui sont comment on appelle, des
des agents de sécurité. Donc je suppose que quand cette population, quand la majeure part de la population ne peut pas gagner au-delà de 45 000 francs, alors là, il n'y a pas de développement. Donc je suppose que le chef de l'État a promis de changer les choses. Donc il faudrait qu'il tienne compte de ça pour changer les choses. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Lui Magloire, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, là-dessus? Mais ce que je peux en dire, c'est ce que j'ai entendu jusqu'à présent. C'est que, par principe, le développement à la base, c'est fait pour lutter contre la pauvreté dans les coins les plus reculés. Parce que généralement, on vérifiait la richesse des pays par la moyenne nationale. Et une moyenne, ça ne tient pas compte des extrêmes. Il y en a qui sont très riches, il y en a qui sont très pauvres. Mais quand on établit une moyenne, ça peut concerner la classe moyenne peut-être, ou une catégorie de gens qui se reconnaissent dans le partage de la richesse nationale, mais ça ne touche pas à tout le monde. Or, je crois que ce concept de développement à la base, et qui a même une place dans le gouvernement, est une spécificité togolaise. Il n'y en a pas dans d'autres pays africains ou en dehors du continent africain. Peut-être qu'on a senti le besoin. C'est qu'il y avait un besoin de lutter contre la pauvreté dans le pays. Et donc, c'est l'instrument politique qui a été trouvé, c'est l'instrument conceptuel d'abord, puis politique, qui a été utilisé pour lutter contre cette pauvreté. Mais reconnaissons, soyons humbles pour reconnaître que même quand on se bat pour sortir la majorité de la population de la pauvreté, il en restera toujours. Allez voir en France, vous avez des tas de personnes qui vivent dans un pays qui est l'une des 5 plus grandes économies du monde, mais qui vivent dans des conditions souvent pires qu'au Togo. Vous verrez aux États-Unis, il y a à peu près la même chose. Je ne veux pas comparer pour excuser, mais je voudrais simplement dire que la pauvreté, on la combat, mais c'est un combat de longue haleine. C'est pas parce qu'on a commencé il y a 5 ans que dans 3 jours, vous aurez un résultat probant qui concerne l'ensemble du pays. Ça va diffuser, mais ça diffusera à un rythme qui sera aussi celui de la contribution des uns et des autres. L'État, aujourd'hui, n'a pas toujours les moyens de mener tous ces chantiers par lui-même. Il a besoin du partenariat des entreprises privées. Il a besoin aussi, par moment, de l'apport des diasporas qui, au sein de ces communautés, à la base, là, sont aussi des acteurs du développement. Donc, je pense que c'est en prenant tout cet écosystème-là qu'on arrive à bâtir quelque chose de concret. Et si le Togo a adhéré au programme à l'OCDE il y a 1 an à peu près, c'est parce que c'est quelque chose qui parlait Pardon ? Un peu plus d'1 an, oui. Non, il y a un peu plus d'1 an, c'est parce que ça parlait aux partenaires de l'OCDE et qu'ils ont considéré que c'est une expérience qui pouvait être diffusée au sein de l'organisation, voire être encouragée par d'autres partenaires. Donc, personnellement, je reconnais que c'est imparfait. Je reconnais que jusqu'à présent, la digitalisation, la centralisation des éléments ne permet pas toujours de ne pas avoir des doublons, ne permet pas de prendre en compte tout le monde. Le recensement de la population, je ne suis pas certain qu'il soit aussi parfait que l'auraient souhaité les autorités. Mais il faut que tout cela se fasse progressivement. Et qu'au niveau de l'école, c'est Adam qui le disait, les curricula permettent de faire que quand on décide de quelque chose dans la région, ça prenne en compte les réalités de la région. On ne peut pas former 50 000 élèves ou lycéens dans les filières littéraires quand on est dans une zone rurale. Il faut faire un partage qui soit proportionnel, qui permette d'avoir des scientifiques, qui permette d'avoir des littéraires, mais qui permette surtout d'avoir des spécialistes qui peuvent rester dans leur zone et la développer. Donc ce sont tous ces éléments-là qui font que c'est un très grand chantier, mais c'est un chantier qui est souvent ingrat. Au premier mandat, vous ne l'aurez pas. Peut-être qu'au 3e mandat, on ne l'aura toujours pas. Mais c'est un chantier qu'il faut commencer et sur lequel il faut travailler de façon constante et volontaire pour que les résultats finissent par tomber. On a encore 5 minutes. Oui. On va partager cela. J'ai envie de vous poser cette question, Adam. Quand on prend la naissance de ce concept de développement à la base, à l'aune des réalisations actuelles, est-ce qu'on peut parler sincèrement d'avancée? Non, de toutes les façons, vous savez, le Togo ne peut se comparer d'abord qu'avec les autres, bien évidemment, mais nous avons notre histoire. Notre histoire qui se dessine depuis des lustres. Et je pense que ces derniers moments, et surtout, moi, je me dis, le mal de nous, les Togolais, c'est que nous ne savons pas véritablement valoriser les professions. Et ça, ce n'est pas seulement la basse classe, même du plus haut sommet jusqu'en bas, on ne sait pas valoriser nos professions. C'est pourquoi peut-être la chute que vous avez menée, je pense que pour créer la richesse, c'est naturellement aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans une logique de dire que peut-être le Zémidia n'est pas une profession. Ou peut-être la femme qui fait du foufou dans le bar n'est pas une profession. Et ça, vous allez le constater, même nos ministres également. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si un jeune, comme le disait tantôt mon frère, si un jeune
se dit aujourd'hui que lui s'engage dans le gardiennage, qui veut faire le gardiennage, moi, je pense que si nous valorisons nos professions, toutes les professions s'équivalent. Ce que nous devons chercher, c'est qu'on puisse faire en sorte... Vous prenez par exemple la France, où le SMIC tourne entre 1200 ou 1300, ou pas plus de 1500, vous ne verrez personne. Ça veut dire que c'est la haute classe qui peut peut-être arriver à 2000. Ce qui fait que lorsque vous travaillez comme femme de ménage chez quelqu'un, vous avez votre salaire de 1300. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de votre patron parce que vos salaires entre vous deux, et l'équidistance n'est pas assez grande. Ce que nous devons chercher aujourd'hui, c'est d'abord valoriser nos professions, faire en sorte que la valorisation de ces professions-là paye. Parce que lorsque je prends quelqu'un qui fait son gardiennage et il a un salaire bien rémunéré et se sent réellement qu'on le considère comme tel, parce que le même, c'est vu que ces gardiens-là rentrent ici, on les rend en Occident, la personne viendra, il n'a pas la même posture. C'est pourquoi moi je dis le grand problème que nous avons, c'est réellement parce que nous ne savons pas valoriser nos professions, qu'on estime que, comme il le disait, tantôt peut-être quelqu'un qui le fait va se sentir frustré parce qu'il n'est pas peut-être un directeur général ou peut-être un entrepreneur parce que c'est dans son domaine de prédilection. C'est pas parce que demain nous allons atteindre un niveau de développement souhaité par tous les Togolais qu'il y aura plus ces professions-là. Ils vont continuer toujours par résister. Ce que nous devons demander, tout à fait, ce que nous allons demander, c'est de valoriser ces professions-là et qu'ils soient bien rémunérés. Au même moment, je me dis, il a donné des exemples sur des pistes qui ne sont pas là. Je peux peut-être en multiplier. Dans mon quartier, peut-être vous prenez, nous sommes à Dido Gomé, peut-être la route, là, chaque jour nous en crions. Ce n'est pas bitumé, la route qui mène chez moi. Vous demanderez à tous les Togolais, vous diront. Mais cela ne nous permettra pas de perdre de vue que, voilà, nous sommes partis d'un point. Voilà ce qui est fait aujourd'hui et nous devons encore demander de plus. C'est pourquoi je dis le développement à la base fait partie intégrante de la vie quotidienne de tous les pays. Et tous les projets qui sont créés, que ce soit dans l'éducation, en énergie, en eau, politiquement, cela contribue au développement à la base. Tant que ce développement à la base n'est pas atteint, c'est toujours un chantier inachevé. C'est votre dernier mot. D'abord, je voudrais que les gens sachent que quand nous démontrons, c'est pour que les choses changent. D'abord, c'est parce qu'il y a demain à creuser de trucs que quand fort rempli, là, on suppose que c'est suffisant. Et nous sommes obligés... Ça dit que la passion dans ce débat-là, moi, en faisant dans ces... Non, je ne fais pas... Parlons du concret. Oui, je veux pas une analogie. Je dis que c'est parce que il y a eu tellement de place laissée que maintenant, on ne voit pas les choses. Maintenant, ce que je suis en train de lui dire, par exemple, quand nous prenons la plupart sur le chantier sur lequel l'État travaille souvent, c'est agriculture. Alors que nous avons appris à l'école que près de 80% de la population togolaise est agricole. Pourquoi on ne pouvait pas prendre ceux qui font un IFA de Tové et ESA et les financer conséquemment pour qu'ils s'en sortent? Et ceux qui font les gardiennages, doubler ou essayer de revoir le salaire pour que ça soit... Quand il y a il n'a pas la valorisation, c'est parce que ce n'est pas bien rémunéré. Donc, je suppose qu'on n'a qu'à... Jusqu'à présent, j'ai assisté à ce que vous avez expliqué, c'est justement parce que le développement ne tient pas que ces gens-là font ces services-là. Mais je vous dis, le développement tient compte de tout ce conglomérat. Et l'essentiel, c'est de pouvoir faire en sorte que chacun puisse savoir. Je suis désolé, mais il y a une chose est d'avancer la notion, une chose est de réagir le terrain. Je vois beaucoup, presque dans toutes les préfectures du Togo. La réalité, même, j'ai assisté aux fêtes traditionnelles. On a commencé le développement, ça fait longtemps, où les gens ont encore donné des dabas aux agriculteurs. Mais vous estimez que le développement va finir un jour? Non, le développement... Le concept peut finir? Non, le développement... En passant comme tel, je pense que Maïl a dit tantôt. Tel qu'on le dit, non, il faut se fier. Si on dit que, par exemple, comme développement à la base, dans chaque village, il faudrait qu'il y ait des centres de formation. Vous avez lu si on a fixé un nombre de centres de formation, vous avez lu le séminaire si gouvernemental. on a fourni tous ces centres de formation et tous ces centres, on a créé tous ces centres. Au moins, sur ce plan. Est-ce que vous avez lu le séminaire gouvernemental qui s'est passé? J'ai lu. Malheureusement, ont posé, je pense que c'est séquencé le développement aujourd'hui. Mais malheureusement, qu'on n'a pas le temps. C'est séquencé et le chef de l'État, en un an du quinquennat 2020-2025, où il y a des séquences de développement bien inscrites dans ce quinquennat-là, a voulu en savoir où en est-on, quels sont les défis à relever. Et ça, on me dira que voilà, nous sommes dans un pays où on n'est pas regardant, le développement n'est pas là, etc. Où les ministres sont obligés. Les ministres sont obligés en ce qui les concerne de pouvoir donc rendre compte ce qui n'a pas été, ce qui a été dit. C'est un peu ça. Moi, je dis, nous avons notre propre histoire. Essayons réellement de pouvoir donc parler, de faire cette évaluation par rapport à l'histoire du Togo, par rapport à un point donné. Maintenant, lorsqu'on prend tout... Adam, je préfère qu'on vienne
d'accord sur ça. Puisqu'il embrouille les gens, il faudrait quand même que je lui fasse la remarque. Non, Adam, vous voyez, c'est ça le souci. Ce Oui, qui n'est pas sur ce je- texte, je ne vois pas dire qu'il y a ça. Non, vous embrouillez les gens. Non. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est Terminé. qu'il ne, il ne- 40 secondes. ouais, il ne faut pas donner l'impression que l'histoire économique du Togo est une histoire qui a toujours été sans heurts. Standard. Il y a eu des périodes pendant lesquelles le pays a été sous embargo. Et la plupart du temps, ces embargos, même quand ils sont levés, vous n'êtes pas réintégré automatiquement dans les programmes qui vous permettaient de bénéficier de l'assistance de certains partenaires techniques et financiers. Je pense notamment à l'Union européenne, dont le Togo reste encore aujourd'hui exclu d'un certain nombre de programmes. Donc, quand vous avez ce manque à gagner là, en termes d'argent, ce n'est pas comme si vous aviez les mêmes moyens que le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, qui continuent de bénéficier de l'assistance de pratiquement tous leurs partenaires techniques et financiers. Donc le problème est là. Maintenant, est-ce que de façon endogène, on peut trouver des solutions qui fassent que, même si on n'a pas le même niveau de développement ou le même niveau d'assistance que les autres pays, des résultats soient obtenus? Je pense que oui. Et c'est pour ça que ce concept est utile et qu'il a besoin d'inclure un maximum de Togolais dans la démarche. Il ne faudrait pas que ce soit uniquement la classe moyenne ou la classe la plus riche. Il faut que la classe la plus faible et la plus vulnérable se sente également concernée, incluse dans le processus de développement. Et surtout évaluer également le chemin parcouru, ce qui est en train d'être fait pour réellement voir l'impact au niveau du social. Merci beaucoup à vous, Adam Adjrono, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci et son Cresson. Je vais vous inviter la semaine prochaine. Non, c'est Adam cherche les statistiques. Heureusement que... Vous êtes consultant, on aura le temps. Lui, Magloire Kimayo, merci également à vous. Très bonne suite de nos programmes. Adam.